Tout ça, ça existe parce qu'il n'y a pas de statistiques totales de tous les livres, par qui ils sont vendus et comment ils sont vendus. Donc, il y a, notre rôle, c'est d'essayer de collationner ça et de récupérer là où on peut. Et donc, GFK est un panel, et chaque année, j'explique ce que c'est, et là, je vais le faire très brièvement, mais c'est une extrapolation, donc c'est pas fiable à 100%, c'est une sorte d'extrapolation de ce qu'il y a dans les librairies, et ils ont des algorithmes qui permettent d'estimer les ventes de livres. Et deuxième, ce qui pourrait être un biais, deuxième approche, GFK, qui vend ces données, bien sûr, c'est son métier, décide aussi quelque part, avec certains diffuseurs peut-être, mais de ce qui relève de la science-fiction ou pas. Donc là aussi, on peut avoir des différences selon les données qu'on fournit. Et ben voilà, vous avez surtout l'évolution. Voilà. Et 2023, c'est par rapport aux années précédentes, est une évolution très forte. Voilà, vous voyez le niveau quand même d'analyse que je vous fournis. Ensuite. Et là, quand même, on a mis ce qu'on peut en retirer de... Ouais, on ne va pas au-dessus. Qu'est-ce que ça vous dit que, donc, les littératures de l'imaginaire, fantastique, SF, fantasy et romantaisie, donc représentent ce que vous avez vu en chiffre d'affaires, et en nombre d'exemplaires, ça fait 5,3 millions d'exemplaires vendus. Voilà. La barre en dessous. La barre en bas à gauche, si tu veux. Ouais, t'as qu'à la bouger au fur et à mesure, si tu veux. Et super. On va arrêter de toucher. Est-ce que je meuble Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la science-fiction. Voilà, c'est bon. Mais c'était pas drôle autrement. Oui, je te remercie. Non, mais arrêtez de lui dire. Nous, on fournit les données et après, on partage tous ensemble les commentaires et ce qu'on peut en tirer. La dernière personne qui a fait cette présentation sur laquelle j'ai pompé, qui disait les 10 premiers éditeurs représentent 109% du marché, disait, et donc le prenait aussi de l'autre côté en disant les 31,1% sont partagés par beaucoup d'éditeurs. Donc c'est au contraire assez peu. Enfin, on peut considérer d'un côté que c'est concentré, mais on peut aussi le voir autrement, c'est beaucoup plus concentré si on regarde dans d'autres domaines de livres, d'autres secteurs, enfin d'autres domaines. Ensuite, on a cette question qui va nous animer, c'est la question de la romantaisie. Moi, j'y connais rien, donc il y a des gens qui vont en parler, mais ce qu'on peut en déduire, c'est, certes, la romantaisie a apporté une croissance extrêmement forte aux chiffres d'affaires des littératures de l'imaginaire, mais à part le fantastique, on voit que l'ASF et la fantasy, en 2023 par rapport à 2022, sont également en croissance, hors romantaisie, donc il fallait faire un découpage, il y a toujours la question de où est-ce qu'on découpe, comment on découpe. Ça veut dire qu'au global, si ces 74 millions, vous avez vu, sont à plus 23% représentent plus 23% par rapport à 2022, si on enlève la romantaisie, c'est néanmoins à plus 17%. C'est intéressant de voir que vous avez X% des ventes. Plus X% des ventes. Ouais. Attention, je fais un truc de Non. Non, il veut pas. Donc, Non, mais là, voilà, ça Attends, ça marche. Bon, donc, les nouveautés, 58% des ventes. Donc, les nouveautés, tous les livres parus depuis moins d'un an représentent 58% des ventes. Et puis, autre donnée pour dessiner tout ça, 44% des ventes en chiffre d'affaires sont représentées par le format poche. Donc on vous fournit là juste quelques indicateurs. Et puis là c'est toujours drôle, ou pas, ça dépend. J'ai montré hier soir dans sa chambre à Alain Damasio, je crois qu'il connaissait quand même, il n'avait jamais vu ses couvertures, ça lui avait fait un choc. Mais on voit éventuellement ce qui relève de ce qu'on appelle la romantaisie notamment. Voilà, ça c'est d'après GFK, donc vous l'avez en nombre d'exemplaires, mais c'est une extrapolation. Vous avez les 10 meilleures ventes en grand format en 2023.
Ça marche bien, ça regarde toujours. Ça, celui-là, je le mets exprès parce qu'il y a du contrôle. Donc, et vous avez le format en poche, où on va peut-être, il y a peut-être plus, on pourrait en conclure peut-être, ça sera à vous d'en conclure, des choses, qu'il y a davantage de représentativité des différents genres que propose les littératures de l'imaginaire. Et j'ai terminé. C'est pour ça que je vais voir. Les questions, on les met plutôt toutes à, on les met à tout à la fin, fin. Notez-les, tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ah là, c'est pas moi. Ah, c'est vous les informations. Ça fait partie de la conception. Voilà, c'est. Il faut un peu de. C'est le problème du jeudi matin. Il faut un peu d'animation pour amuser tout le monde. On va parler maintenant des chiffres de production, comme les années précédentes. Donc, rapidement, juste pour dire que les chiffres de production seront basés sur les deux bases de données de imaginaire que sont BDFI et Noosphère. Donc, moi, je représente Noosphère, BDFI et pas Prédent. Pour commencer, donc, les chiffres de la production, on va déjà parler de ce que ça représente. Donc, on est sur un corpus d'environ 1200 livres publiés dans l'imaginaire sur 2023. Donc là, les chiffres BDFI et Noosphère sont à peu près cohérents. On est sur 1200. Sur ces 1200, les inédits, donc là on ne parle que de littérature adulte, hein, bien sûr. Les inédits représentent ont représenté 770 volumes en 2023 contre 900 en 2017. Donc effectivement, on a eu un pic vers 2018 et depuis, on a plutôt un tassement du nombre de parutions. Donc côté BDFI, il y a une évolution assez nette à la baisse. Côté Noosphère, nous, on est plus sur une descente, on va dire smooth, quoi. Donc voilà, en tout cas, des deux côtés, aujourd'hui, on observe une diminution. Et l'une des hypothèses, l'un des éléments qui vont contredire ça, c'est qu'on peut imaginer que c'est en partie compensé par l'augmentation de tout ce qui est young adult. Donc ça nous amène à la planche suivante qui est dédiée justement au young adult. Donc ça, ce sont les chiffres BDFI, puisque nous, à Noosphère, on n'a pas de catégorie young adult. Alors, je ne rentrerai pas dans la définition de ce que c'est que le young adult, parce que quand vous regardez sur Internet, vous avez autant de classes d'âge que vous avez de définitions quasiment. Donc, c'est bon. Et donc là, effectivement, ce qu'on voit très nettement, hein, donc, sur les chiffres 2017, de 2017 à 2023, c'est qu'il y a une évolution très très significative, notamment depuis 2021. Donc on était à 10% en 2017. En 2022, on était monté à 23%, et là, vous voyez qu'en 2023, on a atteint 30%. Donc c'est vraiment une évolution très très significative qu'on peut aussi, je pense, mettre en parallèle de l'explosion de la fantaisie dans le paysage éditorial français. Question statistique qu'on fait un peu tous les ans aussi, c'est la part de francophones. Donc là, on voit une évolution qui est tout sauf linéaire. À savoir qu'en 2017, on est parti de 59%. On a eu un top, le maximum, on est monté à 66%. Et depuis, ça ne cesse de descendre jusqu'à atteindre à peu près un 50-50 entre francophones et étrangers. Là, les chiffres en plus, Noosphère, BDFI sont totalement cohérents de ce point de vue-là. Donc c'est, je pense, une vraie stat non biaisée, quoi. Qu'on peut aussi en partie expliquer par la part de romantaisie qui a augmenté, et ce qui concerne essentiellement des auteurs traduits. Voilà, sur la part, maintenant une planche sur la répartition entre grand format, poche, numérique et ainsi de suite. Bon, c'est une planche qu'on ne va pas commenter non plus pendant des heures parce qu'elle est relativement stable dans le temps et bon, on la présente tous les ans. Donc en gros, pour dire qu'effectivement, on
depuis 2017, c'est toujours bien sûr les grands formats qui font l'essentiel des parutions, même si en chiffre de vente c'est plutôt l'inverse. On voit qu'aujourd'hui en 2023, les grands formats représentent plus ou moins 90% des parutions contre 9% des poches, et le numérique seul, donc là vraiment les titres qui ne sont publiés qu'en numérique, qui représentent vraiment une part infime du paysage. Par contre, le fait notable, qui est toujours lié à l'explosion de la romantaisie, c'est, vous l'avez sans doute vu si vous l'avez dans les grandes enseignes culturelles que sont la Fnac ou Cultura, c'est l'explosion littéralement des éditions reliées et collector, avec effectivement, là on voit sur les stats BDFI que en 2023 on avait doublé par rapport à 2022, et là sur 2024, alors qu'on n'est pas encore à la fin de l'année, on a encore doublé. Donc voilà, c'est une explosion. On verra jusqu'où ça va et quand ça s'arrête. Si ça s'arrête. Les dernières slides, c'est sur le livre audio. C'est effectivement aussi quelque chose qui est pas mal monté dans la fin des années 2010. On a atteint ainsi un palier en 2021 de 200 titres. Là où on était 4 ans avant sur 100 titres, donc on avait doublé en l'espace de 4 ans. Et depuis, les chiffres sont relativement stables, on est plutôt sur du 200 titres par an, avec une répartition, on va dire, plutôt drivée par le fantastique, devant la fantasy et la SF, mais avec quand même une bonne représentativité de chacun des genres. Voilà. Je passe à Muriel. Alors, je vais vous présenter la représentation des livres de l'imaginaire dans les médias. Donc pour ça, on a un panel de 27 médias. Ça fait quelques années que c'est à peu près ce chiffre-là. Il y a eu quand même des petites modifications par rapport à l'année dernière. Donc vous avez la librairie francophone de France Inter qui a laissé la place à Etc., qui est animée par Lilia Hassen. Il y a l'émission Sans oser le demander qui était sur France Culture, qui s'est arrêtée en septembre 2023, donc qu'on a remplacée par le Book Club qui existe depuis septembre 2022. L'émission Totémique de France Inter était quotidienne, donc elle est devenue hebdomadaire. Et puis on a aussi l'Obs qui a repris son nom du nouvel Obs en mars 2024. Je voulais aussi vous dire que sur l'ensemble de ces médias, ça représente pour cette année 14 800 chroniques en tout. Et donc c'est 13 800, et c'est une baisse de 1000 chroniques par rapport à l'année dernière. Il y en avait 14 800, là il y en a à peu près 13 800. Donc il y a moins de livres qui sont chroniqués dans ce panel qui est pourtant stable. Il y a 1000 livres de moins qui ont été chroniqués, tout genre confondu, avec la littérature blanche aussi. Je voulais aussi vous dire que par rapport aux médias qui paraissent, aux hebdomadaires d'actualité générale, qui sont le Nouvel Obs, Le Point, Marianne et l'Express. Pour 3 d'entre eux, donc pas trop pour l'Express pour l'instant, mais pour 3 d'entre eux, il y a eu une baisse du nombre de pages. Donc il y a des problèmes évidemment économiques qui font qu'il y a moins de pages. Alors pour Le Point et pour le Nouvel Obs, ça n'a pas trop d'impact sur les chroniques livres. C'est-à-dire qu'il y a toujours le même nombre de livres qui sont chroniqués dans ces médias. Par contre, pour Marianne et pour l'Express, on a une baisse du nombre de livres chroniqués par numéro. Donc Marianne, il me semble, c'est passé de 5 à 2, c'est des moyennes, de 5 à 2 par numéro. Et pour l'Express, c'est passé de 8 livres chroniqués à 4 livres chroniqués par numéro. Donc il y a quand même une baisse importante dans ces médias. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que donc, dans la presse écrite, vous avez parfois des hors-séries. Donc dans la presse écrite qui est représentée ici, j'ai compté 13 hors-séries consacrées à la littérature. Et il n'y a cette année aucun hors-série qui a été consacré aux littératures de l'imaginaire ou à des auteurs, autrices de l'imaginaire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce truc. Voilà. On regarde aussi les rubriques qui sont consacrées à l'imaginaire, donc ça n'a pas trop changé. Donc il y a toujours une rubrique fixe dans Libération. Donc c'est la libération.fr mardi SF, donc ça elle est toujours présente. Alors il y a des petites exceptions, mais c'est vraiment des exceptions. Et sinon, il y a 5 autres médias qui ont des rubriques qui sont occasionnelles. Donc c'est une de moins que l'année dernière, puisque La Croix avait une chronique dans son livre et idée qui s'appelait Imaginaire et que je n'ai pas du tout retrouvée cette année. Donc cette rubrique n'est pas réapparue cette année.
Là, c'était pour vous montrer un petit peu le nombre de médias qui étaient chroniqués par support. Donc en 2017, vous voyez, c'est la brique de gauche. On a beaucoup augmenté la presse écrite et pour un peu radio. Par contre, télévision et web, c'est les mêmes chiffres. Et donc ça nous permet de faire des comparatifs entre années, puisque c'est assez stable depuis 2021, on a à peu près le même nombre. Voilà. Donc ça nous permet de faire des comparatifs. Ensuite, on observe la représentation des auteurs et des autrices, édition spécialisée versus édition généraliste, et les genres de l'imaginaire. Donc pour les auteurs-autrices, c'est assez stable. Il y avait 39% l'année dernière, et là il y a 36% d'autrices qui sont chroniquées dans les médias qu'on observe. Pour les éditions spécialisées, alors depuis l'année dernière, c'est en augmentation. Je pense que ça s'explique en partie par l'apparition de collections d'imaginaire chez les grands éditeurs généralistes. Alors il y a peut-être d'autres facteurs, mais je pense que celui-ci doit intervenir. Donc il y a plus de représentation de ces éditions et collections spécialisées dans le panel de presse. Et en ce qui concerne les genres de l'imaginaire, c'est très stable. En fait, c'est toujours les mêmes genres qui arrivent en tête. Donc vous avez là toujours la science-fiction qui est en tête, qui est la plus chroniquée, suivi par le fantastique, la fantasy et quelques genres hybrides. Et donc on voit avec ce dernier camembert qu'en fait le phénomène de la romantaisie n'est pas du tout répercuté dans la presse généraliste, puisque la fantasy, en fait, ce sont les mêmes chiffres depuis les années précédentes, ça n'a pas augmenté. De mémoire, j'ai trouvé un seul titre de romantaisie dans tous ces médias, donc c'est Iron Flame de Rebecca Yarros, et donc chez Hugo Fantasy, j'ai pas trouvé d'autres titres. Là, je vous ai mis les livres d'imaginaire qui arrivent en tête en nombre de chroniques. Donc, vous voyez qu'il y a de la SF et du fantastique, mais il n'y a pas de fantasy. Et il n'y a pas non plus d'édition et de collection spécialisées. C'est que les éditeurs généralistes. Et là, j'ai regardé pour les éditions et collections spécialisées, donc ce qui est arrivé en tête. Donc voilà, vous avez le ministère du Futur chez Brajlon et du Sixteen chez Actes Sud, Exofiction. Ensuite, la nouvelle collection de Chimère, et là, plusieurs éditeurs aussi de l'imaginaire en troisième position. Et donc vous voyez qu'il y a moins de chroniques que pour les autres livres qui étaient en édition généraliste. Voilà. Alors moi, je vais vous parler un peu de la parité dans l'imaginaire. Donc d'abord, on a pris les chiffres parité et production. Donc comme vous pouvez voir, on part en 2017 à peu près avec un tiers d'autrices par rapport à 2 tiers d'auteurs, grosso modo. C'est une part la part des autrices qui n'a pas arrêté d'augmenter depuis 2017 pour arriver, alors cette année à peu près, BD et FI et Noosphère ne sont pas tout à fait d'accord, mais on arrive en grosso modo à une parité, voire à plus d'autrices que d'auteurs publiés. Alors après, on a aussi regardé la part des traductrices et des illustratrices dans les littératures de l'imaginaire. Alors je vous ai mis que 2 dates. Du coup, en 2017, pour les traductrices, on était à peu près à parité. Ça a baissé un peu en 2018-2019. Et en fait, on voit qu'en 2023, on retrouve à peu près une parité sur cette partie-là. Et pour les illustratrices, on part effectivement à un quart à peu près d'illustratrices. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est en constante augmentation depuis 2017. Donc on arrive à 42%. On peut espérer que l'année prochaine, on soit grosso modo peut-être à une parité. Alors ensuite, la parité et les prix littéraires de l'imaginaire francophone. Donc c'est une vingtaine de prix qui sont regardés chaque année pour faire ces statistiques. Donc en fait, on est parti de 2017 avec un tiers d'autrices primées pour arriver à peu près en 2020, on commence à être à parité. Et en fait, depuis 2020, c'est plus ou moins stable avec autour de 50% d'autrices primées. Donc on arrive. Les littératures de l'imaginaire pour les prix sont grosso modo à parité depuis 4 ans. Juste pour comparer, je vous ai mis le pourcentage d'autrices primées dans les prix littéraires généralistes francophones. Donc là, on est plutôt à un tiers. Là où dans les prix littéraires de l'imaginaire anglo-saxon, on est plutôt à 2 tiers d'autrices pour seulement un tiers d'auteurs. Et ça, c'est pareil, c'est des chiffres qui sont relativement stables sur les dernières années.
bonjour à toutes et à tous. On va passer sur une nouvelle section de l'Observatoire qui n'avait pas encore été présentée. Donc cette année, on n'a pas forcément beaucoup de recul par rapport aux statistiques, ce qui fait qu'on s'est plutôt appuyé sur des statistiques externes qui viennent d'études qui ont été menées par des instituts spécialisés ou des sites internet qui se spécialisent dans le monde de l'imaginaire, pas dans le monde de l'imaginaire, dans le monde des réseaux sociaux. Attention. Donc, juste quelques statistiques pour commencer sur les réseaux sociaux en général, pour que vous compreniez un petit peu qui sont sur les réseaux sociaux, et une petite indication de comment est-ce que le monde du livre existe en fait sur ces réseaux. Donc, sur TikTok, aujourd'hui, on peut avoir ce cliché que TikTok c'est plutôt pour les personnes qui ont moins de 18 ans. En réalité, plus de 70% des utilisateurs français sont majeurs. On a 39,4% des Français qui ont entre 16 et 64 ans qui ont TikTok. Donc on a quand même une grosse communauté francophone sur TikTok. 90% des utilisateurs sont des utilisateurs quotidiens et passent en moyenne 34 heures par mois sur TikTok. TikTok, en fait, c'est le réseau social sur lequel, en moyenne, les utilisateurs passent le plus de temps chaque mois. Et donc le hashtag BookTok en 2023, donc selon les chiffres de TikTok, c'est le hashtag qui a été le plus regardé avec plus de 200 milliards de vues. Ce qui peut expliquer l'impact qu'on peut ressentir sur le monde du livre. Ensuite sur Instagram, donc Instagram c'est un réseau social qui va plutôt aller chercher, pas forcément les plus jeunes, mais qui va aller chercher sur une tranche d'âge qui est entre 25 et 44 ans, c'est la plus grande tranche d'âge, 47,5% des utilisateurs français vont avoir entre 25 et 44 ans. 64,8% des utilisateurs vont déclarer utiliser Instagram pour suivre des marques et des produits, c'est pour vous dire qu'il y a une volonté en fait d'être conseillé lorsque les gens sont sur Instagram. Donc c'est aussi quelque chose que les maisons d'édition qui est utilisé aussi par les utilisateurs dans leur manière d'utiliser le réseau. Et donc le hashtag Bookstagram qui a été posté plus de 85 millions de fois en 2023. Attention, c'est dans le monde entier. Voilà. Quelques statistiques aussi sur Facebook et donc Twitter qui s'appelle maintenant X. Si vous n'avez pas suivi, bon, voilà, c'est plus le pouvoir d'Elon Musk qui a un problème avec les X. 54,2% des utilisateurs de Facebook sont sur Facebook pour suivre des marques ou des entreprises, donc c'est moins que sur Instagram. Et c'est le 7e réseau social des moins de 25 ans. C'est-à-dire que les moins de 25 ans utilisent plus Instagram, TikTok, Snapchat, X, LinkedIn et Pinterest que Facebook. Donc, si vous avez une collection young adulte, c'est pas sur Facebook qu'il faut aller. 38,9% des utilisateurs français ont plus de 45 ans sur Facebook. Et en fait, sur Facebook, là où on va aujourd'hui retrouver le plus d'engagement, ça va être sur les groupes. Donc il y a déjà des groupes, je ne les ai pas comptés de façon sérieuse comme ont pu le faire mes camarades de l'Observatoire, mais j'ai déjà pu dénombrer une trentaine de groupes qui sont spécialisés dans l'imaginaire, et c'est ça en fait qui va générer le plus d'interactivité autour du monde de l'imaginaire. Sur X, on a 2/3 des utilisateurs français qui sont des hommes, 41% des utilisateurs qui déclarent aimer lire et écrire contre 42% dans la population, donc c'est-à-dire qu'on a une représentation à peu près correcte, enfin pas spécialement des groupes de personnes qui sont très lectrices, qui vont être particulièrement sur Twitter. Et la raison pour laquelle les gens s'y trouvent, en fait, c'est principalement parce qu'ils trouvent que l'information est diffusée plus vite qu'ailleurs, donc c'est pour avoir les informations en première main. Voilà. Ça, c'est des chiffres qui sont sur 2024, ceux de précédents sont répartis entre 2023 et 2024, c'est des statistiques qui sont publiées dans des études. Nous, au sein de l'Observatoire, on a fait un premier travail en fait, de défrichage, on va dire, auprès de professionnels du monde de l'imaginaire, qualitatif, pour essayer de sortir quelques tendances qui sont ressenties par les professionnels du monde de l'imaginaire. Le panel est petit, on a une vingtaine de professionnels, on va l'étendre par la suite, et on a également prévu de faire une étude de lectorat sur les réseaux sociaux pour avoir une visibilité de qui sont les lecteurs et les lectrices sur les réseaux sociaux. Donc, il y a trois tendances qui se dégagent dans un premier temps. La première chose, c'est que pour toutes les personnes interrogées, les réseaux sociaux sont importants pour l'imaginaire. La première partie, c'est que sans les réseaux sociaux, le livre a moins de chances de trouver son public, donc c'est important pour la communication. La deuxième, c'est que, en gros, l'âge des utilisateurs sur les réseaux sociaux est un point important. Et certains parlent plutôt des 20-45 ans, d'un public qui est plus connecté qu'en blanche, comme on a pu le voir par rapport aux chiffres précédents. Sur certains réseaux, c'est pas forcément vrai, c'est plutôt les plus de 45 ans qui vont être sur Facebook. Et ensuite, la création de la communauté. Donc, on a interrogé des éditeurs, des éditrices, mais aussi des auteurs et des autrices. Et les auteurs et les autrices nous ont beaucoup fait remonter que avoir un lectorat capable de les suivre de livre en livre, d'éditeur en éditeur, et qui sont indépendants, en fait, leur donne une certaine importance aux réseaux sociaux.
Ensuite, donc il y a des différences dans les usages. Encore une fois, c'est ce que nous ont dit les éditeurs. Et alors, pour là, faire la différence entre les grandes maisons d'édition et les petites maisons d'édition, on a compté par rapport à la taille des équipes. Pas forcément au fait qu'elles soient indépendantes, mais plutôt les petites équipes d'édition ont tendance à prendre plus de risques et n'ont pas forcément les moyens marketing des grosses maisons d'édition. Donc les réseaux sont plutôt vus comme un mal nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut communiquer parce que sinon il ne se passe pas grand-chose sur les réseaux. Alors que dans les maisons d'édition où les équipes sont un peu plus fournies, on va avoir tendance à suivre les tendances marketing, à mettre des moyens marketing plus importants, et donc ils sont beaucoup plus scrutés pour déterminer des tendances, et ainsi soit les influencer, soit les suivre. Oula, il se passe quelque chose là. Oui, faut que tu reviennes en arrière. Oui, j'ai vu, ouais. Il vous a tout spoilé. Spoiler. Spoiler alert. C'est le problème des réseaux sociaux. Ouais, ça va trop vite. D'ailleurs, c'est dans les trucs. Donc, le monde de l'édition, en tout cas le panel qu'on a interrogé, est conscient que le lectorat est très connecté sur les réseaux sociaux. Comme on a pu le voir, il y a une grande partie de la population qui est connectée, donc le lectorat de l'imaginaire aussi. Il y a aussi une tendance qu'on a repérée, qui est venue lors des interviews, parce qu'en fait on les a menées sous forme d'interviews qui ont duré à peu près 1 heure par personne, que le marché du livre anglo-saxon influence beaucoup les réseaux sociaux et va donc influencer le marché français. Donc la façon dont on va communiquer en fait est influencée par le marché anglo-saxon. Ensuite, il existe une différence entre le temps éditorial et l'instantanéité des réseaux sociaux qui est parfois difficile à appréhender. À partir du moment où, par exemple, un auteur ou une autrice est signé, il y a tout le travail éditorial qui prend plusieurs mois, voire pratiquement 1 an. Et donc communiquer et faire tenir de longue haleine sur un réseau social qui, de base, en fait, change très rapidement de tendance. Sur TikTok, on parle de 3 semaines à 1 mois pour une tendance, donc autant dire qu'il faut être très très régulier dans le contenu. Ça peut être compliqué pour le monde de l'imaginaire, le monde de l'édition en général. Et ensuite, les autrices et les auteurs nous ont parlé des contenus à répétition, de la création d'une communauté qui vont pouvoir favoriser les ventes, mais qu'un effort irrégulier, donc l'impact des réseaux sociaux sur les ventes dans le monde de l'imaginaire, n'est pas forcément aujourd'hui clairement identifié, il n'y a pas une attribution directe par rapport à ça. C'est plutôt la construction d'une communauté qui va venir générer la vente par la suite. Je vais passer la main à je ne sais qui. Bonjour, je vais vous parler des différents faits marquants qui ont eu lieu cette année. Chaque année, on présente quelques faits qui ont fait bouger un petit peu les milieux de la littérature, de l'imaginaire. Dans les gros événements, il y a des anniversaires, notamment les 15 ans de Critique, les 20 ans de la Volte, les 20 ans des Moutons électriques, mais aussi 50 ans de Solaris et 50 ans de Métal Hurlant, qui est donc ressorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Une nouvelle revue qui est revenue, dirigée par Anne Besson, et puis quelques collections. Alors, sur la slide collection, il y a Timelapse en bas à gauche, qui est en fait une nouvelle maison d'édition, mais la collection Récif et Discord, qui sont des collections de novellas, respectivement de Argile et de Livresse, et puis Pâle, Magique, sont des collections poche. Il y a donc un engouement du marché de l'édition de l'imaginaire vers des formats poche qui est de plus en plus prononcé. Et puis, 2 grosses informations sur le marché qui sont le cycle de la Tour de Garde avec Guillaume Chamanadjan et Claire Duvivier, qui est le cycle avec le plus faible taux d'attrition. Le taux d'attrition, c'est la différence de vente entre un premier tome et un dernier tome. Et là, il s'agit donc de 6 tomes avec une attrition de 40%. Donc c'est vraiment sur l'histoire des cycles mis en vote, c'est vraiment le cycle qui a tenu le plus en haleine du début à la fin. Réparti avec les 2 auteurs. Il faut notamment aussi remarquer les 9 prix littéraires, dont un pour l'illustratrice Elena Beillard pour son travail. Et puis enfin, Du thé pour les fantômes, qui est un ovni dans l'édition chez De Noël, avec donc 2 prix littéraires, des traductions sur 8 pays et 20 000 exemplaires vendus, dont 1500 pour l'exemplaire relié à moins d'1 an. Donc il y a déjà une du roman qui est déjà passé, et ça reste quand même un livre, un titre qui est extrêmement profitable dans sa version collector. Du coup, il y a des remerciements qui s'imposent, à la fois pour David Meulement, qui a accepté de nous donner tous les chiffres pour le cycle de la Tour de Garde, puisque éditeur des Forges de Gulquin, et puis pour Pascal Bobillon, donc éditeur chez De Noël.